la jeunesse africaine n'a pas la place qu'elle mérite dans ce continent. Et ces jeunes, c'est les mêmes que vous retrouvez aujourd'hui qui montent des startups. Des startups, si on vous disait avec quelle ingéniosité. Lorsque nous mettons des mots sur les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir, c'est Rahma de la plateforme Morale, des mots et des râles. La plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui également propose des solutions. Tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Moral by Rahma, Instagram, mo-ral. Tu peux désormais trouver toute l'actualité de Moral sur le site web www.mo-ral.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans mes mots et mes râles une personnalité publique sénégalaise. Elle est une grande passionnée des médias et de la communication. Elle croit fortement au potentiel de la jeunesse sénégalaise et celle africaine. Elle soutient indéniablement l'éducation parce qu'elle estime qu'elle reste un levier crucial de développement. Je veux nommer Madame Amy Sarfal, directrice d'Intelligence Magazine. Découvrons ensemble son parcours et on se retrouve juste après. Amy Sarfal, née à Dakar au Sénégal, est une personnalité publique sénégalaise. Diplômée d'une licence en communication internationale, en administration des affaires internationales, puis d'un master en communication globale, Amy Sarfal est très active dans les œuvres à caractère social pour les femmes et la jeunesse, mais aussi très attachée au combat pour les droits de la femme. Il ne faut pas que nous soyons des citoyens spectateurs, mais des citoyens acteurs de développement, a-t-elle l'habitude de dire. Et parce qu'elle porte un fort intérêt pour l'éducation, elle initie l'événement annuel, la Grande Rentrée citoyenne. En 2007, elle rencontre Barack Obama lors d'une conférence à New York. En 2010, elle donne naissance à Intelligence Magazine, un magazine qui se consacre aux personnalités actrices de développement. En 2014, elle rencontre le Dalai Lama dans sa résidence privée pour un entretien exclusif publié alors dans Intelligence Magazine. Elle apprit, une fois de plus, lors de cette rencontre, qu'il faut certes craindre le réel danger, mais il ne faut pas laisser la peur être un obstacle pour nos rêves. Bonjour Ami, merci d'avoir accepté mon invitation dans mes mots émeraudes. Bonjour Arma, c'est vraiment un plaisir, merci. Alors, j'ai tout le temps l'habitude de poser la question à mes invités parce que l'éducation reste la thématique de base de Morale. Parce que je considère aujourd'hui que l'homme n'est pas que son présent, mais ce qui le définit le plus, c'est son passé. Pourriez-vous nous parler un peu de votre enfance? Quelle était votre personnalité étant enfant? Alors Arma, c'est très rare qu'on me pose cette question si c'est pas la première fois. Parler de mon enfance. Alors, je vous dirais que j'ai pas à me plaindre dans le sens où j'ai vraiment été bien encadrée, bien protégée par mes parents. Mes parents m'ont eu très jeune, donc j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Quand ils allaient au travail, c'était vraiment ma grand-mère qui était toujours avec nous. Et donc on a grandi sans jamais sentir l'absence des parents. Et c'était une enfance au fur et à mesure. On est allé à la maternelle, à l'école primaire. J'avais toujours senti cette affection de mes professeurs, franchement. Professeurs enseignants, on va dire. La maîtresse de la classe, que ce soit, et elles vont être peut-être surprises de savoir que j'ai retenu leur prénom. Il y avait maîtresse Elisabeth, ensuite il y avait maîtresse Anne-Marie, comme on l'appelait. Donc, à Mamadou et Binta, j'ai vraiment vécu des moments que je garde encore. Je me souviens, on avait comme directrice Madame Fay, et à l'époque, elle nous avait déjà initiés à l'hymne national. Donc, on sortait pour écouter l'hymne national. Euh,
Et voilà, elle a fait en sorte vraiment qu'on célèbre toutes les fêtes. Et je me souviens quand il y avait la guerre au Koweït, dans le Golfe à l'époque, euh, elle nous a fait sortir pour exprimer notre mécontentement face à la guerre. Et quand il y a eu la paix, elle nous disait de jeter des colombes. C'était la première fois que je voyais une colombe et on avait jeté cette colombe. Je m'en souviens encore pour vous dire que c'est des choses qui marquent. Absolument. Et donc, mon enfant, je vous dirais que ça a également été du travail parce qu'on me poussait toujours à travailler, à avoir de bonnes notes. Mais je crois que si je repense également à l'école primaire, c'était de bons moments. Je dirais également du point de vue personnel, j'étais j'étais une petite fille assez ronde Ah oui. et donc ça a attiré beaucoup de moqueries. Mhm. Ça a attiré beaucoup de moqueries, et que ce soit à la maternelle, mais surtout en primaire. J'en avais beaucoup souffert à l'époque et je m'attendais jamais à avoir des amis au tout début parce que voilà les têtes de les têtes de clan comme on dit aimaient bien se moquer. Absolument. Donc j'étais assez introvertie dans ce sens, assez réservée. Et j'allais pas, si vous voulez, à l'époque, à l'école pour faire des amis. J'allais à l'école pour apprendre, rentrer, parce que j'avais vécu ce rejet dès le départ. Et donc, c'est vrai que ça m'a rendue assez introvertie au départ. Et les moqueries, tout ça, c'est vrai que euh, ça peut atteindre un enfant. Mais heureusement, quand je rentrais à la maison, j'avais mes parents qui m'entouraient, qui me qui me donnait tellement d'amour que j'oubliais ça. Donc, n'empêche, mes enseignants étaient vraiment très gentils avec moi et j'avais beaucoup de plaisir à partir. Après, il y a le fait également qu'on me confiait des rôles pas très populaires. Quand la maîtresse sortait, c'est moi qui prenais les notes, Ça se comprend maintenant. c'est moi Imagine. qui prenais les noms des bavards et forcément, ça ne fait pas des amis. Donc, Effectivement. en même temps, ça m'a très tôt donné le sens de la Tout à fait. responsabilité et puis au fur et à mesure, les responsabilités sont enchaînées. Je me suis présentée, je me souviens quand j'étais en sixième, pour être présidente de classe. Et quand je l'ai fait, les gens ont voté pour moi. Je sais plus si c'était la sixième ou quelle classe encore. À un moment, j'ai été présidente des élèves, présidente de club, très Pour une engagée. introvertie. Pour une introvertie, Mhm. et ça, je dois beaucoup à une dame qui s'appelait Madame Hill, qui était notre proviseure, qui m'a vraiment aidée à avoir confiance en moi, à oser aller vers les autres. Et je crois que c'est vraiment à partir de la seconde première que j'ai commencé à vraiment me sentir bien au sein Gagner en de assurance. l'école parce que j'avais réussi à gagner en assurance. J'avais perdu beaucoup de poids, donc j'étais beaucoup Heureusement. plus acceptée en ce moment. Effectivement. Et puis Mhm. aujourd'hui, j'en garde de bons souvenirs de tout C'est ça. l'essentiel, Oui, justement. je suis restée très proche de mes anciens camarades, de ceux en tout cas avec qui j'ai beaucoup cheminé. Je suis contente de ce qu'ils sont devenus pour la plupart, des gens bien, des gens... voilà, il y a l'enfance, après Bien sûr. il y a maintenant. Tout à Mais fait. mes amis de lycée, on a été un petit groupe. Et franchement, c'est des gens que j'admire, c'est des gens que je suis de loin et qui sont restés des frères et des sœurs. Effectivement. Et il y a l'enfance, il y a maintenant, comme vous venez de le dire. Et ça va me permettre justement d'aborder deux points parce que j'aimerais bien que vous me donnez deux mots qui vont définir votre enfance et la personnalité publique que vous êtes aujourd'hui. Et pourquoi le choix de ces mots? Alors, je dirais introverti et sensible ou sensible et fragile. Oui, je dirais sensible et fragile, comme j'ai déjà parlé d'introverti. Sensible parce que je suis de nature très sensible et ça depuis mon enfance, sensible aux mots, euh, sensible à mon entourage, sensible à ce que je vois. Et c'est vrai que cette sensibilité, je crois, ça m'a rendue introvertie quelque part parce que je ressens les choses vraiment. Et je crois que ça m'a également beaucoup encouragée à aller vers le social. J'ai toujours fait du social avec beaucoup de cœur parce que quand on est sensible à la souffrance d'autrui, on a envie d'aider. Et je pense que c'est venu de là. Vous êtes empathique.
on peut dire. Et cette sensibilité aussi à un autre côté. Un jour, je me souviens, j'avais une de mes enseignantes, Madame Bassène, euh, que j'aime beaucoup, que je vois pas souvent, qui me dit, mais Ami, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que tu veux que tout le monde soit souriant, tu veux que tout le monde soit content. Dès que quelqu'un n'a pas un petit sourire, tu le prends sur toi. Tu... Et j'ai compris plus tard dans ma vie à quel point elle avait raison, à quel point ça finissait par devenir un poids. Le fait de vouloir que tout le monde vous apprécie, le fait de vouloir que tout le monde soit content à ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à travailler, me détacher un peu de cela en me disant, on peut pas se donner l'unanimité. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, cette petite échange avec Madame Bassène, parce que je me suis dit, en fait, effectivement, si on avance parce qu'on veut plaire, si on avance parce qu'on veut que tout le monde vous aime, vous n'allez jamais y arriver, ça n'arrivera jamais. Et l'autre chose, c'est la fragilité, c'est justement quand on a été un peu bullied dans son enfance, comme on dit. Euh, quand on s'est senti un peu harcelé, bousculé, parce qu'on se moquait, cette intimidation-là, forcément, ça peut créer une certaine fragilité, parce que finalement, vous avez même peur de vous projeter, d'aller vers les gens, parce que vous avez peur des moqueries. Mais aujourd'hui, je pense que ça m'a permis, au contraire, de développer une certaine euh, assurance, parce que j'ai compris, finalement, qu'on ne se construit pas à travers les autres, mais on se construit par soi-même. Et ça m'a poussé à m'appuyer sur moi-même, sur ma force intérieure, sur mon potentiel et devenir peut-être qui je suis appelée à devenir. Voilà, c'est ça qui a été l'essence de ma vie, c'est me dire qu'aujourd'hui, l'acceptation, il ne faut pas la chercher. Euh, le regard positif même, il ne faut pas forcément le chercher. Ce qui est important, c'est de pouvoir compter sur des personnes qui seront dans votre vie en permanence. Parfois, les gens, ils sont de passage dans votre vie. Les gens qui sont de passage dans votre vie, ils ne sont pas appelés à vous définir. Ils ne sont pas appelés à vous influencer d'un point de vue, voilà, bouleverser votre vie. Les personnes qui sont de passage dans votre vie, c'est le cas quand on est dans une entreprise, c'est le cas quand on est dans une société. Bien sûr, il y en aura toujours certains qui vont rester, mais la majorité seront de passage. Dans ces personnes-là, il faut essayer de créer de belles relations avec elles. Il faut essayer d'être en paix avec elles. Il faut essayer de s'inspirer de ce qu'il y a de bien chez elles. Il faut essayer de construire des choses ensemble. Il faut essayer d'aller dans le sens de la complémentarité, mais il ne faut jamais que de mauvais esprits ou des personnes mal intentionnées vous affectent au point où vous vous remettez totalement en question. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon enfance. C'est très bien. Et aujourd'hui, Amé, comment vous avez fait justement pour déceler ce potentiel en vous? Ce potentiel, vous allez dire que je parle beaucoup de mes parents, mais ils ont vraiment joué leur rôle dans ma vie. Et euh, j'ai des parents qui ont vraiment toujours pris la peine de me parler, de savoir quand ça n'allait pas. Peu importe s'ils sont occupés, peu importe s'ils sont en voyage, euh, ils m'ont toujours mis au cœur de leurs préoccupations. Et donc j'ai toujours été en confiance avec mes parents pour leur parler, etc. Bien sûr, ils étaient très protecteurs et je sentais très bien que parfois ils avaient des moments de doute euh, quand tu as une fille aînée, forcément tu as peur de la laisser comme ça dans la nature. Mais moi, j'ai été toujours très attachée à mes parents. Donc, les rares moments, les week-ends, je passais tout le temps avec eux. Et ça m'a permis vraiment d'avoir des personnes à qui parler. Et je dis toujours, quand les parents sont les principaux interlocuteurs d'un enfant, d'une adolescente, ça aide. Parce qu'on sait que les conseils seront bons, on sait que, on dit toujours, les parents, ils sont contents lorsqu'ils savent que leurs enfants réussissent mieux qu'eux. Et ça, il n'y a qu'un parent qui peut le donner. C'est pas les parents d'autrui, c'est que vos parents. Et c'est vos tuteurs éventuellement, c'est les personnes en tout cas qui vous entourent, qui vous traitent comme leurs enfants. Et il y a également le fait que il y a eu une prise de conscience très, très, très rapide grâce à comme je disais tantôt, de mes enseignants, grâce à mes CC qui a eu un impact dans ma vie, qui nous disaient toujours à mes camarades et à moi, euh,
vous êtes des citoyens du monde. Et on a grandi en se disant, on a été des citoyens du monde. Docteur Hill, son époux, également, il nous disait toujours, vous êtes des citoyens du monde. Et ça, pour une personne qui vit au Sénégal, c'est vrai que ça te marque parce que tu te dis, ah ben tiens, je ne suis pas appelée à agir que dans mon périmètre. Je peux sortir ce potentiel du Sénégal si je le souhaite. Je peux me faire entendre au-delà du Sénégal. Et c'est pour ça, toujours, je dis aux jeunes, vous êtes des citoyens du monde. Vous êtes des citoyens sénégalais, africains d'abord, mais personne n'a le droit de vous limiter dans le champ de votre potentiel. Vous avez le droit d'aller le plus loin possible. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui doivent pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, et on voit très bien que donc il y a pas de frontières pour ça. Et il y a également le fait que j'avais des role models. Il y avait des femmes que j'admirais, des personnes que je voyais. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours été attirée par ces femmes fortes, puissantes. Et, euh, et ces femmes, franchement, elles m'inspiraient juste à les regarder. C'est même pas, elles m'inspiraient parce que je voulais devenir comme elles. Elles m'inspiraient juste parce qu'elles avaient une force qu'elles dégageaient. Je me souviens, j'en parlais une fois, lorsque j'avais reçu le prix Femme de l'année, Maître Aïssata Tall Sall, qui avait reçu ça l'année précédente, il y a quelques années. Elle m'a fait l'honneur de venir me remettre ce prix, c'était à Sorano. Ma grand-mère était toujours là d'ailleurs. Et je lui ai dit en fait, devant tout le monde, si vous saviez que lorsque j'étais enfant, j'allais à l'Olympic Club et je me cachais pour vous regarder parce que vous étiez tellement belle, tellement sûre d'elle. Elle était au milieu de la salle, elle faisait bien son sport, elle était décontractée, elle était joviale et moi, je l'admirais. Et j'ai grandi avec cette admiration pour Maître Aïssata. Et les gens ne comprennent pas notre relation parce que c'est tellement fusionnel. Mais quand j'ai commencé ma carrière et que je voulais organiser les 50 femmes leaders d'exception, c'est la première vers qui je suis allée. Je vais dire, vous êtes la... je vais dire, vous êtes la femme sénégalaise leader d'exception pour moi. Et on a beaucoup échangé et on s'est plus quitté depuis lors. Donc, je comprends parfois quand les jeunes filles, les jeunes femmes viennent me dire vous êtes une référence pour moi. Je sais ce que c'est que d'avoir eu des personnes qui les ont inspirées. Et ça m'honore et ça m'encourage. Et justement, au regard de votre parcours très inspirant, vous avez parlé tout de suite de citoyenneté, de femmes. Et je veux citer directrice du magazine Intelligence, initiatrice de la grande rentrée citoyenne, entre elles, ambassadrice pour la lutte contre l'apatridie, ambassadrice du Forum Génération Égalité. Nombre vous admirent aujourd'hui pour votre engagement et votre constance dans les actions que vous menez au quotidien pour le développement du Sénégal, mais également de l'Afrique. D'où vient cette motivation? Quelle est votre vision en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, ma vision, je vais commencer par là, Rahma, c'est le sentiment que l'Afrique se fera par sa jeunesse. Je dis, quand j'étais à New York, je me souviens, moi je savais depuis l'université que je rentrerais un jour et que je travaillerais pour mon pays, je travaillerais dans mon pays. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Donc je le savais, ça c'était, je le savais. Mais le délai, quand est-ce que j'allais revenir, je ne le savais pas. Et franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Quand Barack Obama s'est lancé, à cette époque-là, moi, je pensais qu'à une chose, l'homme noir. Je me disais, quelques années auparavant, on était venu dans notre pays nous insulter en nous disant qu'on n'était pas rentré dans l'histoire. Même si, en parenthèse, c'est pas pour dédouaner Sarkozy, mais par la suite, j'ai échangé avec des personnes qui m'ont expliqué qu'il n'avait pas écrit ce discours, qu'il l'avait pas lu auparavant, et qu'il était aussi choqué de lire ses phrases et autres. Donc, je ne le dédouane pas, mais... Donc, c'est pas contre lui que je parle, mais sa phrase m'avait marquée et blessée. Et voir Barack Obama aujourd'hui vouloir être président, être fils d'un Kenyan, vouloir être président des États-Unis, ça semblait impossible, utopique pour beaucoup de personnes.
Moi, j'ai tellement cru qu'en fait, en le soutenant, je ne soutenais pas un président, un futur président américain, je soutenais juste un homme noir. Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, qu'on a échangé. euh, J'étais certes en admiration, mais en l'écoutant, il y a eu un déclic. Le déclic, c'était Change comes from the bottom up. Et il appelait la jeunesse américaine à servir les États-Unis, à travailler pour les États-Unis. Et j'ai dit, mais moi, je ne suis pas américaine. Mais ce qu'il dit, ça résonne en moi. Moi, je dois aider l'Afrique. Et pendant qu'il parlait, je ressentais ça. Je dis, mais je ne suis pas chez moi ici, en fait. Ils n'ont pas besoin de moi. Ceux qui ont besoin de moi, c'est ceux qui sont restés au Sénégal. Et ce jour-là, sincèrement, j'ai eu ce déclic. Comme on dit, quand on est jeune, certaines phrases résonnent, et ça a résonné chez moi. Et j'ai dit, en fait, je dois rentrer. Et ce jour-là, j'ai commencé à préparer mon retour. On était en pleine crise subprime aussi aux États-Unis à l'époque. Donc, certes, je travaillais, mais tout d'un coup, et eux, ils voulaient travailler avec moi, la campagne de Barack Obama. Ils voulaient travailler avec moi, ils voulaient que je les rejoigne à Chicago. Et j'ai senti qu'il fallait rentrer, mais j'ai continué à travailler avec eux. J'ai continué à faire des contributions. J'ai été reprise par le New York Times et tout ça, ça m'a aidé à avoir de l'assurance. Et j'ai dit désormais, tout ce que j'ai dans ce pays ou ailleurs, ce serait pour le mettre au service du Sénégal. Parce que c'est ça que je veux, c'est ça que mes parents veulent et c'est ça que mon pays veut. Et c'est ça que je vais faire. Voilà. Et c'est ça qui m'a poussée à revenir. Parce que la vision, c'était qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons des citoyens spectateurs, mais acteurs de développement. Absolument. Ça, c'est la phrase que vous verrez toujours sur ma page Facebook. Mais, et je suis contente quand des jeunes reprennent ça, etc. Mais parce que c'est ça, en fait, ma devise, en fait. C'est ça qui me motive, c'est ça la vérité. Et par quoi vous avez commencé quand vous êtes rentrée au Sénégal? Alors, quand je suis rentrée, il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'étais. Mais il y avait deux projets qui m'avaient vraiment marqué à l'époque. Le premier, c'était la lutte contre le paludisme. Et là, je salue le docteur Moussa Dior. Et paix à son âme, le professeur Boubacar Wade, un homme bien, un homme qui m'a accueilli à l'hôpital principal de Dakar et qui avait accepté mon projet de lancer une coalition hôpital principal de Dakar, PNLP. Et le docteur Dior aussi, docteur Moussa Dior, qui avait accepté ce projet. Et ensemble, on l'avait lancé et c'était assez inédit et ça avait permis de montrer la synergie possible vraiment entre les hôpitaux et ces organismes qui luttaient contre le paludisme. Et grâce au travail du docteur Thior, le paludisme a été éradiqué du Sénégal. Enfin, éradiqué. Disons que vraiment, il y a eu des avancées vraiment notoires. Et il y avait également le lycée Mariam Abba à l'époque, excusez-moi, qui devait être délocalisé. Et les parents étaient venus me voir. Et ils étaient très inquiets. Et ils m'ont dit, nos filles ne doivent pas partir parce que il faut vraiment qu'on parvienne à rester ici à Gorée. On veut nous délocaliser dans une autre région, etc. Et j'aurais dit, mais on peut faire quelque chose. Alors je suis allée rendre visite aux élèves. On a été accueillis à l'époque par une ancienne proviseure. On a passé de très bons moments ensemble et moi-même, je ne voulais plus que l'école parte. Donc, on a lancé un grand événement et c'était les 30 ans d'excellence à Gorée. Par chance, c'était les 30 ans. J'aurais dit, voilà ce qu'on va faire, 30 ans d'excellence à Gorée. Ils m'ont fait confiance, on a mobilisé beaucoup d'autorités, beaucoup de voix, beaucoup de journalistes. Et je me souviens, la proviseure était tellement contente à la fin, elle m'a dit on n'a jamais fait quelque chose comme ça. Et finalement, ils sont restés. Et cerise sur le gâteau, le président Abdoulaye Wade à l'époque leur a fait la surprise de leur rendre visite. Et ils sont restés. Et l'école est toujours là-bas. Donc je ne dis pas que c'est grâce à moi, je dis que c'est grâce à tout le monde. Absolument. Et il y a eu une synergie. C'est vraiment la chose qui m'a montré à quel point
le travail, lorsqu'il est fait dans l'unité, avec des ondes positives, l'impact possible. Parce que là, c'est des parents et autres qui m'avaient certes fait confiance, mais on avait travaillé ensemble, les anciennes de Mariam Abba, etc. On avait tous travaillé ensemble. Et voilà, il y a eu un résultat. Donc, la force des citoyens, en réalité, c'est de s'unir et de parvenir à mener des actions concrètement. Je dis toujours, on peut s'indigner. Mais je crois qu'à l'époque, si on s'était simplement indigné, peut-être qu'on n'aurait pas réussi. Et vous avez été à Abidjan il y a de cela 2 ans. Oui. Pouvez-vous revenir sur cette aventure-là? Et pourquoi le choix sur vous? Le choix... En tant que Sénégalaise, à Abidjan, lors de la remise de diplôme, je pense, oui, oui, de l'université Houphouët-Boigny. Je crois, Rahma, que je suis sûre, c'est un des moments les plus marquants de ma carrière. Vous savez, en 2015, je crois, il y avait les étudiants de l'UCAD qui m'avaient, une des promotions de la FASEG, qui avaient baptisé leur promotion Ami Sarfa. Donc j'étais tellement touchée parce que je ne m'y attendais pas du tout. On peut être marraine de promotion, mais quand on baptise une promotion à votre nom, c'est quand même quelque chose. Et ça m'avait énormément touchée. Mais là, quand des étudiants de Côte d'Ivoire vous font cet honneur, c'est de surcroît de l'université Houphouët-Boigny. Et en fait, ça m'a permis de comprendre à quel point la jeunesse africaine n'a pas la place qu'elle mérite dans ce continent. Des jeunes qui s'intéressent à ce qui se fait dans d'autres pays, qui identifient des références dans d'autres pays, qui invitent ces gens dans leur pays et qui veulent faire des choses avec eux. Donc, c'est des jeunes qui croient en l'Afrique. Ce sont des jeunes qui aiment l'Afrique. Et ces jeunes, c'est les mêmes que vous retrouvez aujourd'hui qui montent des startups. Des startups, si on vous disait avec quelle ingéniosité, qui réfléchissent à des problèmes, qui se disent, tiens, par exemple, la déclaration de naissance se fait trop lentement dans ces zones-là, on va créer une application et on va aider les personnes là-bas à pouvoir déclarer les naissances. Tiens, il y a des femmes aujourd'hui, quand elles sont enceintes, elles ne savent pas comment s'occuper du fœtus, etc. Donc, du coup, comment préserver la santé maternelle. Donc, on va créer une application, on va créer telle chose. Vous ne pouvez pas imaginer la vitalité de la jeunesse africaine, à quel point elle est sous-évaluée. Et pourtant, l'avenir, notre richesse, viendrait que de là-bas, ne peut venir que de là-bas en réalité. Parce que tout le reste, soit c'est importé, soit c'est exporté après. Mais miser sur la jeunesse, c'est miser sur ce qui est permanent, ce qui sera toujours là. Et donc, moi, j'étais contente, j'étais touchée d'être là-bas parce que je me suis vraiment sentie à l'UCAD. Je sais qu'il n'y a pas de différence entre la jeunesse ivoirienne et la jeunesse de l'UCAD. Je me suis sentie comme à l'UCAD, par l'accueil des professeurs, par l'accueil des étudiants. Et je me suis dit, en fait, ça aussi, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, désormais, je mettrai tous mes moyens pour cette jeunesse, en fait. Pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique. Je mobiliserai, je ferai tout ce que je peux. Mais tout ce que je ferai, ce serait pour cette jeunesse-là, parce qu'elle m'a tout donné, en fait. Que ce soit au Niger, que ce soit ailleurs en Afrique. Je me suis dit, en fait, je regarde parfois, je dis, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Pour mériter tout ça. C'est le travail. Mais je ferai en sorte, en tout cas, de le mériter. En tout cas, je peux dire que nous sommes très fiers de vous et du travail remarquable que vous faites au quotidien. Mais dans toute cette fabuleuse aventure qui est naturellement que partiellement rose, est-ce que vous avez été témoin d'une situation d'extrême précarité? Oui, oui. Souvent, très souvent, malheureusement, très souvent. Après, parfois, c'est difficile d'en parler parce que quand on a aidé des gens, on n'a pas envie forcément de raconter leurs histoires. Mais je sais que l'éducation est la solution. Nos parents
nos grands-parents vivaient dans des mondes différents. Ils pouvaient ne pas être éduqués et se réaliser, exister. Mais aujourd'hui, il y a une transition vers un système euh, digital qui est là et qui fait que, en réalité, euh, si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas communiquer, on va être un outsider, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, dites-moi qui peut partir sans son téléphone. Il y a bientôt, peut-être, il n'y aura plus de fixe. Et donc, euh, si on ne sait pas lire les chiffres, si on ne sait pas écrire des messages, comment on peut crier à l'aide quand on a besoin d'aide? Je donne juste un exemple. On ne peut pas joindre quelqu'un. En fait, tout concourt à montrer que sans l'éducation, l'Afrique risque de continuer à être pliée sur elle-même. Et je dis en fait à cette jeunesse qui hésite encore, qui doute encore de la pertinence de l'éducation dans leur évolution, je veux juste leur poser deux questions. Un pays, pour le développer, qu'est-ce qu'il faut? Il y a deux ambitions qui se posent. L'ambition personnelle, individualiste, ou l'ambition collective. C'est-à-dire, chacun peut se réveiller et dire, je travaille pour moi. Je peux faire mon petit commerce, je n'ai pas besoin d'école, je peux gagner ma vie, être milliardaire en faisant du commerce. D'accord. À supposer que des jeunes pensent comme ça. Je ne vais pas parler d'ambition collective parce qu'elle est plus évidente. Mais disons par exemple l'ambition individuelle, individualiste. Si aujourd'hui on décide de travailler que pour soi, quand on est malade, on va où? Est-ce qu'on va chez sa meilleure amie, son meilleur ami? Est-ce qu'on va à un hôpital, on va voir un médecin? Quand on a une maladie, on va voir un médecin. Mais ce médecin-là, c'était resté dans son coin en disant, je ne vais pas travailler, je ne vais pas étudier, je ne vais pas devenir médecin, c'est dur, je le fais pour les autres parce que finalement, je ne gagne pas ma vie avec ça, ou j'aurais pu mieux gagner ma vie en faisant du business, cette personne ne serait jamais soignée. Pendant la Covid, je ne le dirai jamais assez, chacun était resté dans son pays. Donc aujourd'hui, si on prend conscience du fait qu'on a besoin de complémentarité, qu'il y a des chaînes de valeur à construire, il faut que les jeunes comprennent que pour jouer leur rôle, il faut s'accrocher aux études. Il faut s'accrocher aux études. Et bien entendu, quand je dis études, je ne dis pas simplement le système français. Je ne parle pas d'apprendre en français. On peut apprendre de l'arabe. On est éduqué. L'essentiel, c'est la culture du savoir. Aller chercher le savoir. Et même quand on veut diriger une entreprise, même quand on veut faire du commerce, on a besoin de savoir comment ça marche. Parce que beaucoup de familles qui étaient dans l'informel, dans le commerce, beaucoup d'entre elles ont fait faillite. Parce que justement, il n'y avait pas de vision. Aujourd'hui, pourquoi de grandes enseignes peuvent venir s'imposer au Sénégal alors qu'avant, il y avait un commerce de proximité qui existait? Pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens avaient la vision et que les personnes qui étaient dépendantes d'autrui, qui n'avaient pas cette idée d'expansion d'un commerce, de diversification, etc., de renforcement, etc., toutes ces personnes-là aujourd'hui ont quasiment fait faillite aujourd'hui. Donc l'éducation, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a au cœur et qui peut aider des familles. Non, parfois on voit des familles qui sont dans le désarroi, on se dit plutôt que de prendre de l'argent et de donner à cette famille, on va financer les études de l'enfant. On va pousser cet enfant vers l'excellence et on va amener cet enfant à l'université. Et c'est arrivé, des jeunes qui sont allés à l'université et aujourd'hui qui aident leurs parents. C'est cette vision qu'il nous faut. Mais est-ce que Ami prône la réforme du système éducatif? Oui, Rahma, Ami prône la réforme du système éducatif depuis des années, depuis le début, parce que, comme je dis, on a envie de donner la même chance qu'on a eu aux autres. J'ai toujours aujourd'hui, si on a une carrière internationale, c'est pas parce que on sait bien lire et écrire en français, c'est parce qu'on sait aussi communiquer en anglais. Et j'ai dit à la grande rentrée citoyenne aux jeunes, débrouillez-vous, j'aurais dit débrouillez-vous pour parler anglais. N'attendez pas que ça vienne de l'école, parce que malheureusement, il n'y a pas tout le dispositif nécessaire pour assurer un enseignement bilingue. Mais aujourd'hui, les jeunes,
qui passent beaucoup de temps sur les réseaux à regarder des films, ben, qu'ils essayent de regarder ça avec une version sous-titrée, par exemple, en anglais, qu'ils apprennent l'anglais. On peut apprendre l'anglais tout seul, c'est pas une langue difficile. Euh, et donc, je dis oui, il faut procéder à non seulement rendre le système bilingue, mais à partir de la maternelle, de la crèche, euh, apprendre d'autres langues même aux jeunes. Le chinois, l'espagnol, pas que l'anglais. Vous savez combien de langues un enfant peut apprendre? Aujourd'hui, nous, si on nous avait préparé, on aurait pu parler l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le... Voilà, parce que c'est à cet âge, c'est dans l'enfance qu'on apprend des langues. Et vous savez, Rahma, il n'y a pas de secret. Regardez la Malaisie. Regardez Singapour. Regardez la Corée du Sud, qui deviennent aujourd'hui des puissances économiques incontournables et qui avaient le PIB du Sénégal il y a quelques décennies. Vous savez, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, il faut créer des écoles d'excellence. Il faut créer des écoles polytechniques. Il faut que ça pilule. Il faut créer ça partout au Sénégal. Il faut créer des ingénieurs. C'est des ingénieurs qui développent un pays. Les scientifiques, d'accord, mais les ingénieurs spécialisés qui vont réfléchir à comment on peut améliorer l'agriculture, la pisciculture, l'électrification rurale, c'est ça qu'il faut pour développer un pays. Et ça vient avec une réforme de la manière dont on enseigne les sciences, parce que malheureusement, il faut le dire, c'est pas que les élèves n'ont pas le niveau, mais c'est parce que parfois il y a des professeurs, des enseignants qui ne savent pas comment transmettre le savoir mathématique, le savoir scientifique. Et les élèves se découragent alors qu'ils ont le niveau. Et ça fait partie des réformes urgentes. C'est-à-dire l'enseignement, il faut en parler, il faut avoir une approche pédagogique facile. Je me souviens, j'oublierai jamais, on avait un professeur en physique, je dirais pas la classe, je dirais pas l'école, je dirais pas le lieu, qui nous donnait mais vraiment des leçons longues et compliquées en sciences physiques. Et comme à l'époque, il fallait mémoriser, etc., donc on avait la flemme d'apprendre. Mais il y a eu un enseignant. Et je ne dis pas pour dire que les Français enseignent mieux, mais probablement ils ont réfléchi à cette affaire de pédagogie. En une page, il a tout résumé. Et je me suis retrouvée à compter parmi les premières dans cette matière. Et j'adorais, j'attendais ça avec impatience. Et parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des jeunes qui apprennent des leçons à n'en finir. Et finalement, ça rapporte pas grand-chose parce que est-ce que le besoin est toujours là? Est-ce qu'on a besoin de tout mémoriser? C'est le professeur qui fait aimer sa matière. On a les téléphones avec nous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez appris au CM2, en 5e, en 4e, en 3e? Non. Donc, je dis toujours, je suis trop passionnée quand je parle d'éducation. Je vais m'en arrêter là. Mais heureusement. Pour dire qu'avec le G7 Initiative, on est constamment dans ces réflexions. On est constamment dans l'élaboration de dispositifs. Et moi, je le dis, aujourd'hui, il faut tendre vers un baccalauréat africain. Je le répéterai jamais assez. On parle d'unité africaine, mais ça passe par un bac africain. Il faut un baccalauréat africain. Il faut aujourd'hui qu'un enfant qui grandit en Côte d'Ivoire puisse connaître le Sénégal sans que ça passe forcément par les réseaux, par la télé. Il faut qu'on se connaisse et connaître notre histoire. Une histoire qui serait écrite par nous-mêmes, pas qu'on va nous imposer. Avant de connaître l'histoire de ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé en Afrique. Si j'avais aujourd'hui cette connaissance approfondie de la réalité des pays voisins, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent. Donc, moi, je dis, il faut un bac africain qui mettrait en symbiose les richesses de nos pays, qui dévoilerait la force de notre histoire à la jeunesse. Comme ça, personne ne viendra demain nous dire, vous n'avez pas marqué l'histoire. Parce qu'on a eu l'homme le plus riche du monde, à l'époque, était un Africain.
Et ça, c'est, à mon avis, une révision globale du système éducatif qui nous permettrait d'arriver à ça. Alors, Annie, j'ai avec moi 3 images que je vais vous partager. Et si vous pouvez revenir sur l'occasion, c'était à quelle occasion? Donc, on a la première, la deuxième avec Michelle Obama et la troisième avec, je suppose, des étudiants. Revenir sur. Alors, je vais commencer avec celle avec des étudiants. C'était à Thiès. Et justement, quand je vous disais tantôt que parfois Dieu vous envoie des messages, j'étais restée une très longue période aux États-Unis. Et c'est vrai qu'après quelques mois d'absence du Sénégal, je me disais, est-ce que je dois continuer? Est-ce que ce que je fais? J'avais un petit moment de doute sur l'orientation de mes activités. Parce que c'est vrai que parfois on a des frustrations dans son propre pays sur lesquelles on ne va pas épiloguer. Mais je veux dire, je suis rentrée et il y a eu cette invitation des étudiants de la ProSmed. Et ça m'a tellement marquée. Parce que ça m'a donné le sentiment que j'étais attendue et qu'il fallait continuer. Dès que je suis arrivée, je me suis rendue à Thiès. Je les ai retrouvés là-bas. Et c'est la promotion de médecine de l'université de Thiès. Et vous savez à quel point les étudiants en médecine, en pharmacie, en biologie, je compte trop sur eux en fait. Quand ils m'appellent, c'est comme une convocation. Donc je suis partie. Ils étaient très contents, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient réussi et j'étais contente de partager ce moment avec eux. Malheureusement, après, j'avais voyagé le moment venu de faire la cérémonie. Je n'étais pas là. J'ai regretté ça d'ailleurs. Et puis ensuite, après, j'ai gardé contact avec eux. Ils sont revenus à la grande rentrée citoyenne. Et récemment, il y a eu la promotion de médecine de l'UCAD qui m'a fait marraine de leur promotion. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est moi et mes étudiants, les étudiants que je porte dans mon cœur. Vraiment. Avec Michel. Avec Michelle Obama, c'était un très beau moment, inoubliable. Euh, Michelle Obama fait partie de ces femmes dont je parlais tout à l'heure, qui inspirent. Vous savez, on peut être inspiré par n'importe quelle femme, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit américaine, qu'elle soit africaine. On vit les mêmes réalités, en fait, toutes les femmes. Et il y a tellement de choses qui devraient faire aujourd'hui qu'on doit être plus solidaire. Malheureusement, dès qu'on veut se moquer de nous, qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, vous les femmes, hein, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais il y a trop de jalousie entre vous. C'est dommage, parce que même s'il y a une part de vérité peut-être dans ça, je préfère ne pas voir ça. Je préfère me dire aujourd'hui que justement, c'est la société qui a peut-être créé cela entre les femmes, mais qu'il n'y a pas plus proche d'une personne qu'une femme vis-à-vis d'une femme, parce que il y a tellement de réalités que l'on partage, il y a tellement de vécu, il y a tellement de choses semblables. Et Michelle Obama, en fait, il y a des choses qui m'ont inspirée en elle parce que elle a eu un père qui était malade très tôt, ce qui n'était pas mon cas, mais euh, la résilience dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière, malgré le fait qu'elle ait perdu son père, euh, malgré le fait qu'elle était dans une des banlieues les plus pauvres de Chicago, malgré le fait qu'elle a perdu également sa meilleure amie à l'époque, euh, que tout devait vraiment lui donner le prétexte de baisser les bras. Elle s'est inscrite à Princeton, elle a été acceptée là-bas, ensuite elle a été à Harvard, elle est devenue avocate euh, dans une des firmes les plus puissantes avant de travailler au top de l'hôpital le plus grand de Chicago. Et son mari le dit, Michelle est derrière la réussite de Barack Obama. Donc, elle a ses enfants et elle montre que c'est possible aujourd'hui d'être une femme qui réussit professionnellement, une femme qui porte à la maison. Et moi, c'est une femme que j'aime, c'était un exemple en fait. Absolument. Et son livre Becoming Effectivement. m'a permis Son de la dernier revoir et m'a permis également d'assister à deux événements qu'elle avait à faire, une à Washington et l'autre en Europe, et c'était pas mal. C'est une femme très, très inspirante.
Son dernier livre, je pense que c'est The Light We Carry. Oui, Ouais, elle inspire beaucoup. Et pour la première image, je pense que c'est avec justement, Plan Save the Children. à Washington, elle a fait une présentation de Ouais. The Light We Carry. Et c'était une discussion avec une grande actrice. Et je vais vous faire une petite anecdote. Ok. Ce jour-là, j'étais tellement contente d'aller suivre ça. Mais j'étais en pleine organisation du G7 Initiative quand on est à Washington. Et donc, j'avais des nuits blanches. J'arrive à l'événement super contente parce qu'il y avait pratiquement plus de possibilité d'avoir une place. Je me bats pour avoir ma place et tout, je suis contente. J'arrive, j'écoute un peu. Et la dernière chose dont je me souviens, les gens ont applaudi dans la salle. Je me suis réveillée. Je me suis rendu compte que j'ai raté toute le... parce que je me suis endormie. Et qui peut croire ça? Pour dire la fatigue quand elle nous prend. Effectivement. Donc, on va continuer donc, ces anecdotes-là. En voulant approfondir mes recherches sur vous, je suis tombée sur une de vos publications que je vais prendre plaisir à partager avec les internautes. Alors, c'est lors de votre rencontre avec le Dalai Lama, il y a de cela maintenant bientôt 10 ans. Oui. Alors, vous dites dans cette publication que j'ai vue sur LinkedIn justement, vous racontez cette histoire. Il y a 7 ans, par la magie des choses, le Dalai Lama me faisait l'immense honneur de me recevoir dans sa résidence privée pour un entretien exclusif publié alors dans Intelligence Magazine. Tout semblait aller pour le mieux avant que je ne réalise qu'il me fallait le rejoindre au sommet de l'Himalaya. Terrifiée à l'idée de rouler en voiture à une telle altitude, j'ai quand même fait le choix d'aller jusqu'au bout. Malgré la présence de ma mère et de ma sœur, c'est Ami qui parle toujours, à mes côtés, j'ai passé les heures les plus effrayantes de ma vie au point de faire un malaise à mon arrivée. Et j'ai tenu car j'avais la volonté de réaliser ce rêve. J'avais envie de voir cette illustre figure dont les sages paroles m'avaient tant inspiré. Informé de ce que j'ai dû surmonter pour le rencontrer, le Dalai Lama a su trouver les mots justes. Voilà ce qu'il dit alors. Tu sais, la peur empoigne. La peur n'existe que dans notre imaginaire. Si tu avais laissé cette peur te gagner, elle nous aurait privés de cette rencontre. Il faut certes craindre le réel danger, mais il ne faut pas laisser la peur être un obstacle pour nos rêves. Et justement, les mots de Dalai Lama me font penser à cette célèbre citation de l'ancien président Franklin Roosevelt qui disait que la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Et comment ces mots ont impacté votre vie et est-ce qu'ils retentissent toujours, ces mots du Dalai Lama? Alors, vous citez le président Roosevelt. J'avais tellement été marquée par cette phrase du Dalai Lama que quand j'ai fait la grande rentrée citoyenne, je n'ai fait que parler de la peur à l'époque dans une des éditions. Je m'étais appuyée sur cette citation et j'ai expliqué que la peur était imaginaire. Et rien qu'il y a quelques jours sur mon feed sur Facebook, il y a une jeune fille qui me disait qu'elle voulait être médecin, mais elle a eu tellement peur qu'elle a finalement abandonné, qu'elle a renoncé à cela. Et je me dis en fait que la peur aujourd'hui, c'est quelque chose de très contraignant chez les jeunes. Il y a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils ont tellement peur. Ils ont peur de l'échec en réalité. Souvent c'est ça, la peur de l'échec et de la critique à venir et des regrets, etc. Donc la question c'est de revenir sur le mot peur ou c'est de parler de cette rencontre avec le Dalai Lama? C'est très important de revenir sur cette peur-là. Mais effectivement, la rencontre avec Dalai Lama a suscité un énorme écho. Oui. Parce que c'était quelque chose d'assez spécial. Oui, c'était un rêve qui se réalisait, je l'avoue. Et vous savez, quand je suis partie, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur cette expérience. Je suis arrivée, je lui ai offert un livre de Serine Touba, en fait. Un livre de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il le connaissait. Et il m'a dit qu'il avait entendu parler de ce guide Sophie. Et donc moi, je partais pas... Si vous voulez, c'était pas le côté religieux qui m'intéressait, c'était pas aller voir l'homme religieux, parce que moi, je suis partie avec ma foi, mes convictions religieuses. Moi, c'est le côté culturel, l'aspect culturel du bouddhisme tibétain qui m'intéressait. Parce qu'il y a plusieurs types de bouddhisme. Mais le bouddhisme du Dalai Lama,
c'est vraiment la compassion, c'est la paix, c'est le pardon. C'est des choses aujourd'hui qui ont touché le monde entier et qui ont permis à chaque personne vraiment euh, de comprendre le malheur que vivaient les Tibétains. Il y a aussi ce côté exil, être privé de sa famille, être en exil pendant des décennies. La communauté tibétaine a également ce respect de l'autre et ce comportement tellement exemplaire. Je veux dire, quand vous allez aux alentours, vous allez voir, il y a une politesse incroyable et ça force l'humilité. Et il y a beaucoup à apprendre en fait quand on est en sa présence. Et heureusement que j'étais avec ma mère et ma soeur parce que je crois que j'aurais pu abandonner au chemin. Quand, quand je dis que c'est un des moments les plus terrifiants de ma vie, c'est vraiment un euphémisme parce que euh, j'étais extrêmement terrifiée et je vous assure qu'à un moment, j'ai vu la mort. Hein. J'ai dit, ça y est, je vais mourir ici. C'est pas possible. Parce que la vue qu'on a est extrêmement terrifiante. Et pour moi, c'est vraiment difficile. Mais on l'a fait. On ne regrette pas. Mais franchement, cet aspect peur-là, pour y revenir, c'est ça qu'il faut aujourd'hui, aider les jeunes à surmonter, la peur. Parce qu'il l'a dit, si aujourd'hui je m'étais limitée à ce sentiment de... Si j'avais peur et j'avais laissé la peur me dominer, j'aurais jamais vécu ce moment. On n'en parlerait pas aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas un danger, si je crois qu'il y avait un danger, mais tant qu'il n'y a pas un danger imminent là, il faut continuer. Il y en a qui l'ont fait et l'ont réussi. Pourquoi vous? C'est pas impossible. Je sais que je ne le referai pas. Ah oui, si c'était à refaire? Non, je ne le referai pas. J'essaierai de le rencontrer quelque part d'autre. Je pense pas que je sois prête à refaire ça pour être honnête. Mais il y a un aéroport plus proche donc, qui était fermé. Ouais. Alors, Ami, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Avez-vous un message à l'endroit de ces braves femmes qui luttent constamment pour faire bouger les lignes? Je leur dirais de s'appuyer d'abord sur leurs acquis, de prendre le temps de déceler leur potentiel, de savoir leur identité et de ne pas se confiner à des préjugés, des stéréotypes. Je dirais à ces femmes qui cherchent à se construire, à se révéler, qu'elles doivent d'abord pouvoir définir leur objectif principal. Et en fait, quand on avance dans la vie avec un objectif, l'avantage, c'est qu'on sent si on se rapproche ou pas de ce qu'on veut. C'est-à-dire, si aujourd'hui on avance juste en disant tiens, je veux être connu, tiens, etc., je veux me faire un nom, des choses comme ça, ou tiens, je veux devenir riche. Finalement, il n'y a pas d'objectif. Il y a une ambition qui est là, mais on ne définit pas ça. Il faut prendre le temps de définir son ambition, de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux atteindre. Comme ça, on sait, on peut mesurer son évolution. Et c'est justement cette évaluation du progrès de manière constante qui permettra au finish de dire est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Et souvent, c'est le problème de beaucoup de personnes. Et ça crée beaucoup de frustration à la fin parce qu'on n'a jamais le sentiment d'avoir ce qu'on veut parce que je vais être riche. Ok, je vais être riche, je gagne de l'argent, très vite, je m'en rends compte que ce n'est pas suffisant, on veut plus. Donc, les personnes qui avancent sans objectif, souvent, sont non seulement jamais satisfaites, mais à chaque fois, sentent qu'elles sont loin du compte. Donc, je dis à ces femmes, au-delà de définir l'objectif réel de votre ambition, assumez-vous. Soyez pas dans une logique de victimisation, en vous disant je suis femme, ça va pas être facile. Souvent, on commence les discussions avec ça. Vous êtes femme, c'est pas facile d'être femme. Non, c'est vrai, peut-être pour certaines personnes, c'est pas facile. Je peux comprendre. Mais ça peut aussi être très facile. Ça peut être une bonne chose quand on s'assume. Être femme, c'est avoir une force que Dieu n'a pas donnée aux hommes. Et je ne dis pas comme une féministe qui parle, mais demander aujourd'hui à un homme de faire le travail qu'une mère doit faire pendant 9 mois pour donner naissance.
C'est une force incroyable dont on ne parle pas. Moi, quand je vois des femmes qui ont cette force, je suis fière. Demandez aujourd'hui au monde corporate qui pendant longtemps a mis en, a mis à l'écart des femmes. Demandez-leur aujourd'hui pourquoi on fait la promotion des soft skills. Soft skills. Je salue d'ailleurs mon ami Laurent Bocarcy qui m'avait fait président d'honneur d'un forum sur les soft skills qu'il a organisé au CICAD il n'y a pas longtemps. Soft skills, en réalité, c'est une façon très intelligente qu'ont eu certains de reconnaître le quotient émotionnel dans une entreprise. Et ce quotient émotionnel, c'est les femmes qui l'ont toujours apporté dans une entreprise. C'est les femmes qui amènent de l'empathie. C'est les femmes qui humanisent une société. C'est les femmes aujourd'hui qui cherchent toujours à prendre des initiatives pour, qui pensent aux autres. Et c'est ça la richesse d'une femme. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaie d'apprendre aux hommes. En parlant de soft skills. Et les soft skills, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend l'empathie, on vous apprend la compassion, on vous apprend tout ce qui en fait existe déjà chez la femme. Vous savez, les hommes ne vont jamais reconnaître que c'est les femmes qui les ont inspirés, donc ils vont créer les soft skills. Mais ils vont articuler les soft skills. Mais ce que je veux dire en réalité, c'est que nous, qu'on ne prend pas le temps de nous faire apprécier, que nous-mêmes ne nous apprécions pas, et du coup, on avance dans la vie en ayant toujours peur, en nous disant on est femme, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que vraiment, les choses difficiles, c'est pas le fait d'être femme, c'est l'impréparation, c'est l'incompétence, c'est la peur, c'est le manque de réseau, des choses comme ça. Mais ça se développe. Ça se développe, ça se prépare. Et je dis toujours, dès qu'on a l'objectif, il faut tracer le chemin maintenant. C'est-à-dire comment parvenir à cet objectif. Et c'est là où l'humilité est très importante. Même quand on est femme, on se dit, tiens, on veut faire ça, mais on n'a pas les compétences pour le faire. On veut faire ça, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc, on va se donner les moyens, on va se former, et surtout, on va apprendre des autres femmes. Quand on fait une cérémonie comme entre elles, chaque 8 mars, c'est quoi? C'est juste dire aux jeunes femmes, apprenez des autres femmes. N'apprenez pas, pensez pas qu'il n'y a que voilà, votre cercle proche qui peut vous inspirer. Il y a d'autres femmes également qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous parler de leurs échecs et vous pousser à aller de l'avant. Justement. Donc, je crois que la plus grande richesse des femmes dans cette aventure du leadership féminin, c'est les femmes. Claire. Alors, justement, pour parler de la générosité des femmes, Morale a un cadeau. Ah, c'est gentil, Rahma. Entrepreneur qui Merci vous donne beaucoup. ce cadeau. Elle s'appelle alors Eunice. Déjà, le package est magnifique. Hein? Oui, alors Je ce peux sont ouvrir? des savons, bien sûr. Allez-y. Ah, Vous avez 4 savons à l'intérieur. je voudrais montrer ça, c'est tellement bien emballé. Oui. Alors, j'ai 4 savons. Et moi, j'adore tout ce qui est produit de beauté, tout ça. Mhm. Ah, j'adore. Curcuma, miel, gingembre. Mhm. Alors, elle est dans la savonnerie artisanale. Elle s'appelle Charbon végétal. Eunice. Yes Soap sur Instagram. Vous aurez Les les d'avoine et identifiants. baobab. Tout ce que j'aime. Oui. Merci beaucoup. Elle s'appelle Je vous en comment? prie, elle s'appelle Eunice. Eunice. Elle est sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Vous aurez tous les identifiants. Et, Félicitations à Eunice, franchement. merci pour elle. Ça fait plaisir de Joignable voir au ça. 77 688 44 92. Voilà. Nous faisons la promotion du leadership féminin et de l'entrepreneuriat également. Ah, c'est très bien. On arrive au terme de cet entretien, amis. Merci vraiment pour votre disponibilité. Mais avant de terminer, quel est votre dernier mot? Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des jeunes, de la jeune génération, surtout sénégalaise et africaine? Je voudrais, Rahma, d'abord vous féliciter pour cette initiative. Donner la parole aux femmes, aux personnes qui sont dans l'éducation. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça et je suis contente qu'on ait eu l'occasion de le faire. Et ça prouve également la professionnelle que vous êtes. Merci. Et je voudrais vous encourager et vous dire qu'en ce 8 mars,
on est content de voir nos jeunes sœurs. Nous sommes contents de voir nos jeunes sœurs parer la relève Merci. et se tracer leur chemin et surtout aller dans le sens d'accompagner les autres. Bravo à vous et bravo à Émir également, hein, qu'on salue. Et le mot de la fin me permettrait naturellement de l'avoir à l'endroit du Sénégal, de l'Afrique, pour leur dire que le 8 mars, grâce au dynamisme des femmes, c'est devenu presque une fête nationale, on peut dire. Quand il y a le 8 mars, il n'y a aucune fête, aucune journée. C'est devenu une fête en réalité. Les gens en parlent comme une fête, mais c'est une journée internationale des droits de la femme. Donc c'est pas vraiment une fête. Mais au Sénégal, c'est presque une fête. Moi, je crois qu'il faut assumer ce côté-là, le côté de dire qu'au Sénégal, on souhaite une bonne fête parce que on en profite pour célébrer la femme. Il y en a qui disent qu'on devrait fêter ça le 7. Notre aînée, notre tante, Dr Fatou Soussar, a toujours plaidé pour que ce soit fêté le 7, en référence aux femmes de Talat Taïnder. Je trouve que les deux se valent. Au moment où on célèbre les autres femmes du monde, c'est bien également qu'on mette la lumière sur les femmes d'Afrique et que l'héritage de nos pionnières, de nos anciennes également puisse être mis en valeur. Je crois que c'est important. Dr Fatou Soussar fait partie des femmes que je célèbre ce 8 mars pour son parcours, pour ce qu'elle a fait pour la femme. Aujourd'hui, elle est à la CEDEAO. Je pense également aux pionnières. Madame Annette Meyer-Neville, qui a été la première femme à créer un magazine pour femmes dans ce pays et qui continue à prêter l'oreille à la jeune génération. Quand vous allez chez elle, elle est toujours entourée de jeunes. Et on prie pour que Dieu lui accorde une vie encore beaucoup plus longue. Et je pense à des femmes comme Madame Nyorognai, qui est une référence constante dans ma carrière parce que c'est une battante. Je pense également à Dr Marie-Louise Correa, qui a été ministre de la Santé et qui a passé toute sa vie au service des autres. Ces femmes, Madame Fatima Zahra Diop, une femme que quand j'ai commencé, quand j'ai voulu faire justement pour gorer cette activité, je suis allée vers elle. Elle a ouvert un ordinateur, elle a été présente, elle s'est déplacée. C'est une femme qui a toujours cru en l'éducation, en jeune fille, et qui s'est toujours montrée disponible à chaque fois qu'il a fallu faire quelque chose pour l'éducation. Quand j'ai voulu faire la grande rentrée, elle, Madame Evelyne Tal, je pourrais tenir le même témoignage à son endroit. Elles m'ont accueillie, elles m'ont écoutée, elles m'ont encouragée. Je les garde là, ces femmes. Je n'oublierai jamais. Parce qu'elles m'ont poussée. Et Madame Amina Tanyan, Apix, me permettez de citer ces personnes parce que je n'ai pas toujours l'occasion de le faire, mais j'ai juste envie, Rahma, en fait, de dire que on n'a jamais eu besoin de tirer nos leçons de l'étranger, en fait, quand il s'agit de la femme, de célébrer les femmes. Ces femmes qui nous ont précédées, elles ont joué leur rôle. Elles ont su tendre la main à la jeune génération. Elles nous ont montré la voie. Elles nous ont aimés, elles nous ont accompagnés. Docteur Eva-Marie Kolsek, ces femmes, ce sont nos richesses. Ce 8 mars, je parle d'elles avec la chair de poule parce que, voilà, Maître Aïssata Talsa, dont je parlais tout à l'heure, ces femmes, elles ont joué leur rôle. Aujourd'hui, si on peut être là à parler du leadership féminin, c'est parce qu'elles ont ouvert les portes. Parce qu'elles ont été pionnières, celles qui ne sont plus là. Madame Maïmouna Kane Touré, nos grands-mères qui sont moins connues, mais qui ont également joué leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, si nos parents ont pu avoir une certaine éducation, si nos parents ont pu nous accompagner, c'est parce qu'il y a eu des exemples. Et ces exemples, dans des familles nombreuses, ça a toujours été la maman la plupart du temps. Et donc, ces grands-mères-là, il faut les célébrer ce 8 mars. J'ai naturellement une pensée pour ma sœur, Maïmouna Nourfaï, parce que dans le milieu des médias, on sait que c'est pas facile. Et là, on peut dire que c'est pas facile d'être femme, en l'occurrence, mais elle, moi et d'autres, on n'a jamais voulu être des victimes, on ne le sera jamais. Et je sais que ce qui s'est passé, cette agression dont on a été victime, vous allez voir que ça va la rendre encore plus forte. Déjà qu'elle était forte
elle va être encore plus Et très forte. brave. Elle va être encore plus déterminée. Mhm. Rien ne peut l'atteindre parce qu'elle sait pourquoi elle fait ça. Elle sait qu'elle se bat aujourd'hui parce qu'elle est un exemple. Elle sait qu'elle se bat parce que elle est chef d'entreprise. Elle paye des salaires. Elle sait qu'elle participe au développement de son pays. Donc, si les gens pensaient pouvoir l'atteindre, qu'ils se trompent. Elle va rebondir encore plus forte. Et je dis, la violence faite aux femmes, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer ce 8 mars. On ne s'attaque pas à une femme. On ne lui fait pas de mal. La femme, c'est la mère de l'humanité et c'est la gardienne des valeurs. La femme, c'est l'équilibre de la société. Faire du mal à une femme, c'est prendre en otage des enfants, des familles, une société. Donc, encourageons les femmes dans nos vies. Et c'est l'occasion également de dire merci aux pères de famille qui se mobilisent pour la réussite de leurs filles, qui se mobilisent pour la réussite de leurs épouses, de leurs sœurs. Parce qu'on dit que le 8 mars, c'est la journée des femmes et c'est aussi la journée des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui nous ont permis d'être là. Je pense à mon père. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc merci aux pères de famille et merci à vous, Rahma, Merci à vous, de me donner Madame la Amisa parole Fall. et de me permettre de remercier toutes ces personnes. Merci pour votre bienveillance, pour les soft skills que vous incarnez. Merci. Merci pour toutes les actions que vous menez au quotidien et pour l'impact positif que vous avez dans ce pays, le Sénégal, que nous adulons tant, que nous aimons tant, et toutes les actions que vous faites également pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. Merci. Donc, Merci, Rahma. merci à tous les internautes. Merci pour votre disponibilité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. Bonne fête ou bonne journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes du Sénégal. Nous souhaitons également un bon rétablissement à Maïmouna Ndour-Faye. Et voilà, les femmes font le monde, comme Beyoncé le dit tout le temps. We run the world. We run the world. Alors, merci et on se donne rendez-vous très très bientôt pour une autre vidéo, un autre entretien avec un autre invité. Morale, des mots et des sens pour les morales et pour le moral. À bientôt. À vous, Rahma.